chassée de chez elle pour être enceinte, une femme dort sur la place. Jusqu'à ce qu'une millionnaire la trouve et fasse quelque chose d'incroyable. Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Le soleil couchant teintait d'or pâle les ruelles pavées de Saint-Rémy-de-Provence quand Clara Delacroix, 22 ans, ajusta une dernière fois les bretelles de son sac à dos usé. Ses doigts tremblaient légèrement, pas de froid, car la douceur de ce soir de mai enveloppait encore la petite ville provençale, mais d'une angoisse sourde qui lui nouait le ventre depuis 3 jours. 3 jours exactement depuis que son père, Pierre Delacroix, avait claqué la porte du mas familial derrière elle, ces derniers mots résonnant encore cruellement dans sa mémoire, « Une fille-mère sous mon toit ?» Jamais. Tu as déshonoré notre nom, Clara. Ne reviens que quand tu auras retrouvé la raison. Clara porta instinctivement la main à son ventre arrondi, où son enfant de 5 mois bougeait paisiblement, inconscient du drame qui se jouait. Elle était grande, élancée malgré sa grossesse, avec des cheveux châtains qu'elle portait toujours relevés en chignon serré, habitude héritée de sa mère, Marie-Claude, qui répétait sans cesse que les cheveux défaits sont le signe d'une âme en perdition. Ses yeux verts, héritage de son grand-père maternel, reflétaient une détermination farouche malgré l'épuisement qui marquait ses traits fins. La place centrale de Saint-Rémy s'étendait devant elle, bordée de platanes centenaires et de cafés aux terrasses animées. L'odeur entêtante des jasmins qui grimpaient le long des façades ocre se mêlait au parfum de la lavande qui séchait au balcon. C'était ce décor enchanteur qui avait vu naître Clara, où elle avait grandi dans la boutique d'herbes médicinales de ses parents, apprenant dès l'enfance à reconnaître la verveine de la menthe sauvage, le thym du romarin. « Maman, s'il te plaît » avait-elle supplié une dernière fois, 3 heures plus tôt, devant Marie-Claude qui se tenait raide comme la justice dans l'embrasure de la porte. « Je suis ta fille, ton sang. »« Mon sang ne coule pas dans les veines d'une dévergondée, » avait répondu sa mère, les lèvres pincées, le regard dur comme la pierre. « Nous t'avons élevé dans la foi, dans le respect des traditions. Tu as choisi de coucher avec ce coureur de dot sans même être marié. Assume tes choix, Clara. » Le « coureur de dot » en question, Thomas Moreau, avait disparu de la circulation dès l'annonce de la grossesse, abandonnant Clara avec ses promesses d'amour éternel et ses projets d'avenir. Fils d'un promoteur immobilier parisien en vacances dans la région, il avait séduit Clara lors de la fête du village l'été précédent, avec ses belles paroles et son charme citadin. Quand elle lui avait annoncé qu'elle attendait un enfant, il était parti le lendemain matin, laissant seulement un message sur son répondeur, « Je ne suis pas prêt, Clara. Pardonne-moi. » Maintenant, assise sur le banc de fer forgé qui faisait face à la fontaine où elle jouait enfant, Clara observait les passants qui rentraient chez eux après leur journée de travail. Quelques-uns la reconnaissaient, Saint-Rémy était une petite ville où tout le monde se connaissait, mais détournait le regard, gêné. Elle avait toujours été populaire, appréciée pour sa vivacité d'esprit et son sourire généreux. Aujourd'hui, elle était devenue l'objet de chuchotements embarrassés. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit une voix douce derrière elle. « Vous allez bien ?» Clara sursauta et se retourna. Une femme d'une 50aine d'années se tenait à quelques mètres, vêtue d'un tailleur pantalon crème parfaitement coupé. Elle était élégante, avec des cheveux blonds coupés au carré et des yeux bleus perçants mais bienveillants. Ses traits fins et son maintien aristocratique contrastaient avec la simplicité de son approche. « Oui, merci, » balbutia Clara, surprise qu'une inconnue s'intéresse à elle. « Je prends juste l'air. » La femme fronça légèrement les sourcils, remarquant le sac à dos et l'air épuisé de Clara. « Pardonnez-moi, je ne veux pas être indiscrète, mais vous semblez fatiguée. Je suis Élise Monclerc, je dirige les cosmétiques Provence d'Élise, près de la route des Baux. Vous habitez dans la région ?» Clara hésita. Elle connaissait l'entreprise de réputation, une marque de cosmétiques artisanaux qui employait une trentaine de personnes et jouissait d'une excellente réputation dans tout le Sud-Est. Élise Monclerc était une figure respectée du monde économique local, une femme qui avait bâti son empire à la force du poignet après avoir hérité d'une petite parfumerie de son oncle. « J'habitais ici, » répondit Clara, la voix légèrement tremblante. « Mes parents tiennent la boutique d'herbes médicinales, rue des Arènes. »« Les Delacroix » s'exclama Élise, surprise. « Bien sûr. Votre mère me fournit parfois en huiles essentielles. Vous êtes leur fille. »« Clara, c'est bien ça ?» Clara hocha la tête, incapable de cacher plus longtemps son désarroi. Les larmes qu'elle retenait depuis des heures commencèrent à couler silencieusement sur ses joues. Élise s'approcha et s'assit à côté d'elle sur le banc, sans dire un mot, respectant sa peine. « Ils m'ont mise dehors » finit par avouer Clara, la voix brisée. « À cause de ça » ajouta-t-elle en montrant son ventre.
Ils ne peuvent pas accepter que je sois enceinte sans être mariée. Pour eux, c'est une honte. Élise observa le visage de Clara, y lisant une douleur profonde mais aussi une force intérieure qui l'impressionna. Cette jeune femme lui rappelait quelqu'un qu'elle avait perdu il y a longtemps et dont le souvenir ne la quittait jamais. « Écoutez, Clara, dit-elle avec une douceur maternelle. Je ne sais pas quelles sont vos compétences, mais j'ai toujours pensé que chacun mérite une seconde chance. Si vous cherchez du travail, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Rien d'extraordinaire au début, mais c'est honnête et ça vous permettrait de vous reconstruire. » Clara leva les yeux vers elle, incrédule. « Vous me proposez du travail ? Mais, vous ne me connaissez même pas. Et puis, regardez-moi, dit-elle en montrant son état. Qui voudrait embaucher une femme enceinte sans domicile ? Moi, répondit Élise avec une détermination qui surprit Clara. J'ai appris que les épreuves révèlent le caractère des gens. Et quelque chose me dit que vous avez du caractère à revendre. Le silence s'installa entre elles, seulement brisé par le clapotis de la fontaine et les derniers chants d'oiseaux. Clara regardait cette femme qu'elle ne connaissait pas et qui lui offrait une bouée de sauvetage au moment où elle pensait tout perdu. Était-ce de la pitié ? De la curiosité ? Ou autre chose qu'elle ne pouvait encore comprendre ? Je ne sais pas quoi dire, murmura Clara. Je ne comprends pas pourquoi vous feriez ça pour moi. Élise sourit, un sourire empreint de mélancolie. Disons que, j'ai mes raisons. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous commenceriez lundi prochain, au service client. Le salaire n'est pas mirobolant, mais il y a des perspectives d'évolution. Et je peux vous aider à trouver un logement temporaire. Clara sentit son cœur s'accélérer. C'était inespéré, presque trop beau pour être vrai. Mais elle n'avait pas le choix. Dans quelques heures, la nuit tomberait, et elle n'avait nulle part où dormir. D'accord, dit-elle finalement. J'accepte. Mais je vous préviens, je ne suis pas du genre à accepter la charité. Je travaillerai dur pour mériter ma place. Je n'en doute pas, répondit Élise en se levant. Venez, allons chercher votre logement. Et Clara, tout va bien se passer. Vous verrez. Le lundi matin suivant, Clara se présenta devant les bureaux des cosmétiques Provence d'Élise avec une ponctualité militaire. L'entreprise occupait un ancien mas provençal rénové, situé à la sortie de Saint-Rémy, ses murs de pierre blonde réchauffés par les premiers rayons du soleil. Des bougainvilliers pourpres cascadaient le long des façades, et l'air embaumait déjà la lavande des champs environnants. Clara avait passé le week-end dans un petit studio meublé qu'Élise avait déniché pour elle, rue du Docteur Fanton, un logement modeste mais propre qui lui permettait de retrouver un semblant de dignité. « Bonjour Clara » l'accueillit Élise depuis l'entrée vitrée. « Prête pour votre premier jour ?» Clara ajusta sa robe de grossesse bleu marine, l'une des 3 qu'elle possédait encore, et hocha la tête avec détermination. « Plus que prête, Madame Moncler. »« Élise, appelez-moi Élise » corrigea-t-elle avec un sourire chaleureux. « Venez, je vais vous faire visiter vos nouveaux locaux. » L'intérieur révélait un mélange harmonieux entre tradition provençale et modernité fonctionnelle. Les sols en terre cuite d'origine côtoyaient des équipements high-tech, tandis que les poutres apparentes encadraient des espaces de travail lumineux. L'odeur subtile des huiles essentielles flottait dans l'air, créant une atmosphère apaisante qui contrastait avec l'angoisse que Clara avait ressentie ces derniers jours. « Voici l'atelier de production » expliqua Élise en ouvrant une porte donnant sur une vaste salle carrelée. « C'est ici que naissent nos crèmes, nos huiles et nos parfums. Nous travaillons exclusivement avec des ingrédients naturels, principalement locaux. » Clara observa les employés, une quinzaine de personnes, qui s'affairaient autour de grandes cuves en inox, pesant, mélangeant, conditionnant avec des gestes précis. L'ambiance semblait détendue, presque familiale, très différente de ce qu'elle avait imaginé d'une entreprise. « Et voilà votre bureau » annonça Élise en poussant la porte d'un petit espace lumineux équipé d'un ordinateur, d'un téléphone et d'une vue sur les oliviers. Vous partagerez avec Sandrine, notre responsable des commandes. Elle vous expliquera les procédures. Sandrine Dubois, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux roux bouclés, leva les yeux de son écran et sourit poliment. Mais Clara perçut immédiatement une certaine froideur dans son regard, une réserve qui ne lui échappa pas. « Bonjour » dit Sandrine d'un ton professionnel. « Alors, c'est vous la nouvelle ? Élise m'a expliqué que vous n'aviez pas d'expérience dans le secteur, mais que vous étiez motivé. » Le ton laissait transparaître un certain scepticisme. Clara sentit qu'elle devrait faire ses preuves, et rapidement. « Effectivement, je débute » répondit Clara avec franchise. « Mais j'apprends vite,
et je suis déterminé à donner le meilleur de moi-même. Sandrine haussa les épaules. On verra bien. Bon, je vais vous expliquer notre système de gestion des commandes. C'est assez complexe au début, mais une fois qu'on a compris le principe. Les heures qui suivirent furent intenses. Clara découvrit l'univers des cosmétiques artisanaux, les différentes gammes de produits, les circuits de distribution, les exigences réglementaires. Son cerveau, toujours avide d'apprendre, absorbait chaque information avec une concentration qui impressionna malgré elle Sandrine. « Vous avez déjà travaillé avec des logiciels de gestion ?» demanda cette dernière vers midi, surprise par la rapidité d'adaptation de Clara. « Non, mais j'ai une bonne logique, » répondit Clara en manipulant habilement la souris. « Et puis, mon grand-père tenait une épicerie. J'ai grandi en l'aidant à tenir ses comptes, à gérer les stocks. C'est un peu le même principe, non ?» Sandrine acquiesça, son attitude se réchauffant légèrement. « Votre grand-père, c'était Henri Delacroix ? L'épicier de la rue Carnot ? Vous le connaissiez ?» s'étonna Clara. Tout le monde le connaissait. Un homme formidable, toujours de bons conseils. Il avait un sens du commerce incroyable. Ma mère achetait toujours ses légumes chez lui. Pour la première fois depuis son arrivée, Clara se sentit reconnue pour autre chose que sa situation délicate. Son grand-père Henri avait été son mentor, lui transmettant non seulement l'amour du commerce mais aussi une philosophie de vie. Dans le commerce, Clara, on ne vend pas que des produits. On vend de la confiance, du service, du bonheur. N'oublie jamais ça. L'après-midi, Clara rencontra d'autres employés. Il y avait Marcel, le responsable de production, un homme bourru d'une soixantaine d'années qui la salua d'un grognement, Nathalie, la comptable, une femme discrète mais efficace, et surtout Julien, le commercial, un jeune homme d'une trentaine d'années au sourire charmeur qui ne cacha pas sa curiosité. « Alors, c'est vous la protégée d'Élise » lança-t-il avec un sourire équivoque pendant la pause café. « Vous avez de la chance, elle ne fait pas ça pour tout le monde. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Clara, sur la défensive. « Oh, rien de méchant » répondit Julien en haussant les épaules. « C'est juste que, enfin, embaucher quelqu'un sans expérience, enceinte de surcroît, c'est plutôt inhabituel. Surtout en ce moment. » « Comment ça, en ce moment ?» insista Clara. Julien regarda autour de lui, puis se pencha vers elle. « Vous ne savez pas ? L'entreprise traverse une passe difficile. Les ventes ont chuté de 40% cette année. On dit même qu'Élise envisage de licencier. » Clara sentit son sang se glacer. « Vous êtes sûr ? Les chiffres ne mentent pas, répondit Julien. Alors, vous comprenez, quand on voit débarquer une nouvelle recrue dans ces conditions, ça fait jaser. » Le reste de la journée, Clara eut du mal à se concentrer. Les paroles de Julien résonnaient dans sa tête. Élise lui avait-elle menti? Son geste était-il vraiment désintéressé? Et si elle n'était qu'un pion dans un jeu qu'elle ne comprenait pas? À 17h30, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Élise frappa à la porte du bureau. « Alors, cette première journée ?» demanda-t-elle avec sollicitude. « Très instructive » répondit Clara, hésitant à aborder le sujet qui la préoccupait. « Élise. Puis-je vous poser une question indiscrète? » « Bien sûr. L'entreprise va-t-elle vraiment mal? Julien m'a dit que les ventes avaient chuté. » Élise soupira et s'assit en face de Clara. Julien a une grande gueule, mais il n'a pas tort. Oui, nous traversons une période difficile. La concurrence des grandes marques, les nouveaux circuits de distribution, c'est compliqué pour une PME comme la nôtre. Alors pourquoi m'avoir embauché? Demanda Clara directement. Vous aviez pitié de moi. Élise la regarda longuement, puis sourit. Clara, j'ai 65 ans. J'ai créé cette entreprise il y a 25 ans, avec rien d'autre que mes économies et ma détermination. J'ai survécu à 3 crises économiques, à des procès, à des tentatives de rachat hostiles. Vous croyez vraiment que je prends mes décisions par pitié? Alors pourquoi? Insista Clara. Parce que quand je vous ai vu sur ce banc, j'ai reconnu quelque chose en vous. La même faim, la même détermination que j'avais à votre âge. Et parce que parfois, on a besoin de sang neuf pour survivre. Clara sentit son cœur se serrer. Vous me faites confiance à ce point? J'ai appris à faire confiance à mon instinct, répondit Élise en se levant. Il ne m'a jamais trompé. Bonne soirée, Clara. Reposez-vous bien. Seule dans le bureau, Clara posa ses mains sur son ventre. Son enfant bougeait, comme s'il sentait les émotions de sa mère.
Tu vois, mon petit, murmura-t-elle, maman va se battre pour nous. Je ne laisserai personne nous abattre. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Clara chez Cosmétiques Provence d'Élise. L'automne avait peint les vignobles environnants de couleurs cuivrées, et les premiers mistrals de septembre apportaient une fraîcheur bienvenue après la chaleur étouffante de l'été provençal. Clara, désormais enceinte de 8 mois, avait trouvé son rythme dans l'entreprise, dépassant toutes les attentes de ses collègues. « Clara, pouvez-vous venir dans mon bureau ?» demanda Élise un mardi matin, alors que Clara venait de terminer un appel particulièrement délicat avec un client mécontent. Le bureau d'Élise occupait tout l'angle sud de l'ancien mas, baigné de lumière naturelle grâce à ses grandes fenêtres donnant sur les champs de lavande. Les murs étaient ornés de photos retraçant l'histoire de l'entreprise, Élise jeune, tenant fièrement son premier pot de crème, des clichés de salon professionnel, des articles de presse relatant ses succès. Mais Clara remarqua surtout une photo plus personnelle, à demi cachée derrière d'autres cadres, une fillette aux cheveux blonds, souriant dans les bras d'une Élise plus jeune. « Asseyez-vous, » dit Élise en désignant le fauteuil en face de son bureau. « Nous devons parler. » Clara sentit son cœur s'accélérer. Allait-on la licencier? Depuis quelques jours, elle avait remarqué des conciliabules entre Élise et Marcel, des réunions à huis clos qui se prolongeaient tard le soir. « Je sais que vous vous posez des questions sur l'avenir de l'entreprise, » commença Élise sans détour. « Et vous avez raison. La situation est plus critique que je ne l'avais laissé entendre. » Clara déglutit péniblement. « À quel point? » Les créanciers nous donnent jusqu'à la fin de l'année. Si nous n'inversons pas la tendance d'ici Noël, nous devrons déposer le bilan. Le silence s'installa, lourd de sous-entendus. Clara regarda par la fenêtre les employés qui vaquaient à leurs occupations, inconscients que leur emploi ne tenait qu'à un fil. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-elle finalement. Élise se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Parce que j'ai une proposition à vous faire. Ces 3 derniers mois, j'ai observé votre travail. Votre façon de gérer les clients difficiles, votre intuition pour comprendre leurs besoins, votre connaissance des produits. Sandrine m'a dit que vous aviez déjà des idées pour améliorer notre offre. » Quelques suggestions, rien d'extraordinaire, minimisa Clara. Ne soyez pas modeste. Votre grand-père vous a transmis plus que des notions de commerce. Vous avez l'œil, Clara. Vous savez sentir ce que veulent les gens avant même qu'ils le sachent eux-mêmes. Élise retourna s'asseoir, ses yeux bleus plantés dans ceux de Clara. Je veux vous transférer au département développement. Julien part dans 2 semaines, il a trouvé un poste chez notre principal concurrent. Je vous propose de le remplacer. Clara resta bouche bée. Mais, je n'ai aucune formation en marketing. Et puis, regardez-moi, dit-elle en montrant son ventre imposant. Dans 1 mois, je vais accoucher. Et alors, répliqua Élise avec un sourire. Vous croyez que la maternité va vous rendre moins intelligente? Au contraire, cela va vous donner une perspective différente, plus authentique. Nos clientes sont des femmes, des mères pour la plupart. Qui mieux qu'une jeune maman peut comprendre leurs préoccupations? Clara se mordit la lèvre, partagée entre l'excitation et l'appréhension. Vous me faites vraiment confiance à ce point? Plus que vous ne l'imaginez, répondit Élise d'une voix douce. Mais il faut que vous sachiez, ce ne sera pas facile. Certains collègues voient déjà d'un mauvais œil votre promotion rapide. Marcel, notamment, pense que vous ne restez que par favoritisme. Que dit-il exactement? Demanda Clara, les mâchoires serrées. Oh, les ragots habituels, éluda Élise. Mais ne vous en souciez pas. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le lendemain, Clara se présenta au département développement, installé dans l'aile ouest du bâtiment. L'espace était plus moderne, équipé d'ordinateurs performants et de logiciels de conception graphique. Julien l'accueillit avec un sourire narquois. « Alors, on prend ma place ?» lança-t-il en vidant ses affaires personnelles. « J'espère que vous savez dans quoi vous vous embarquez. »« Éclairez-moi » répondit Clara froidement. Julien se pencha vers elle, baissant la voix. « Élise cherche un miracle, Clara. Elle mise tout sur vous parce qu'elle n'a plus le choix. Mais les miracles, ça n'existe que dans les contes de fées. »« On verra bien » répliqua Clara, refusant de se laisser intimider. Les jours suivants furent une plongée intensive dans l'univers du développement produit. Clara étudia les catalogues, analysa les ventes, décortiqua les retours clients. Elle découvrit que l'entreprise s'enlisait dans une gamme vieillissante, qui ne correspondait plus aux attentes du marché. Nos clientes veulent de l'authentique, mais aussi de l'innovation, expliqua-t-elle à Élise lors d'une réunion.
Nos concurrents proposent des concepts plus modernes, des packagings plus attractifs. Que proposez-vous ? Demanda Élise, intriguée. Clara sortit un dossier qu'elle avait préparé. Une nouvelle gamme, inspirée des traditions locales mais adaptée aux besoins contemporains. Par exemple, une crème à base d'huile de noyaux d'abricot, nous avons les vergers à proximité, combinés à l'argile rose de nos carrières. Un produit 100% provençal, avec une histoire à raconter. Élise étudia les notes de Clara, impressionnée par le niveau de détail. Vous avez chiffré le projet ? Approximativement. L'investissement initial serait modeste, mais le potentiel de différenciation est énorme. Personne ne propose cette combinaison d'ingrédients sur le marché français. Et le nom de cette gamme ? Clara sourit. Terroir d'antan, un clin d'œil à nos racines, mais avec une promesse de modernité. Élise posa le dossier et regarda Clara longuement. Vous savez ce que vous venez de faire ? Vous venez peut-être de sauver notre entreprise. Mais au moment où Clara savourait cette victoire, son téléphone portable vibra. Un message de Thomas Moreau, le père de son enfant, qu'elle n'avait pas eu de nouvelles depuis 6 mois. Clara, il faut qu'on parle. J'ai une proposition qui va changer ta vie. Rendez-vous demain soir au café de la place, 19h. C'est important. Clara fixa l'écran, sentant son monde vaciller une nouvelle fois. Que pouvait bien vouloir Thomas après tout ce temps ? Et surtout, pourquoi maintenant, alors qu'elle commençait enfin à reconstruire sa vie ? Tout va bien ? Demanda Élise, remarquant la pâleur soudaine de Clara. Oui, enfin, je pense, répondit Clara, glissant son téléphone dans sa poche. Élise, puis-je vous poser une question personnelle ? Bien sûr. Cette photo, sur votre bureau, la petite fille. Le visage d'Élise se figea, et Clara regretta immédiatement sa curiosité. C'était ma fille, Amélie. Elle est morte à l'âge de 8 ans, d'une leucémie. Oh, Élise, je suis désolé. C'était il y a 20 ans, murmura Élise. Mais on ne s'en remet jamais vraiment. C'est pour ça que votre situation me touche autant. Chaque enfant est un miracle, Clara. N'oubliez jamais ça. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout s'éclairait enfin, la bienveillance d'Élise, son attachement presque maternel, sa volonté de la protéger. Elle n'était pas seulement une employée à ses yeux, elle était devenue la fille qu'elle avait perdue. Le café de la place bourdonnait de l'animation habituelle d'un mercredi soir de septembre. Clara était arrivée en avance, choisissant une table près de la fenêtre d'où elle pouvait observer la fontaine où Élise l'avait trouvée 3 mois plus tôt. Son ventre, maintenant énorme à 8 mois et demi de grossesse, rendait chaque mouvement difficile, mais elle avait tenu à venir seule à ce rendez-vous qui pourrait bouleverser sa vie une fois de plus. Thomas apparut à 19h précise, exactement comme elle se le rappelait, grand, élancé, les cheveux châtains parfaitement coiffés, vêtu d'un costume gris qui criait le succès parisien. Mais Clara remarqua immédiatement quelque chose de différent dans son attitude, une assurance nouvelle, presque arrogante, qui contrastait avec le jeune homme charmant mais immature qu'elle avait connu. Clara, dit-il en s'asseyant face à elle, sans même un baiser sur la joue. Tu as l'air en forme. Bonjour Thomas, répondit-elle froidement. Tu as dit que c'était important. J'espère que ça l'est vraiment, parce que j'ai autre chose à faire que de perdre mon temps. Thomas sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Toujours aussi direct. C'est ce que j'ai toujours aimé chez toi. Il fit signe au serveur et commanda un whisky, ignorant délibérément que Clara ne pouvait pas boire d'alcool. Alors, insista Clara, agacée par ses manières. J'ai une proposition à te faire, annonça Thomas en se penchant vers elle. Une proposition qui va changer ta vie. Et celle de notre enfant. Clara tressaillit au possessif. Notre enfant ? Tu rigoles ? Où étais-tu ces 6 derniers mois quand j'ai dormi dans la rue ? Où étais-tu quand mes parents m'ont jeté dehors ? J'avais des choses à régler, répondit Thomas sans se départir de son calme. Des opportunités à saisir. Et justement, c'est pour ça que je suis là. Il sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table. Cosmétique Riviera. Tu connais ? Clara fronça les sourcils. C'est le principal concurrent d'Élise. Une grosse boîte basée à Nice. Exactement. Et ils m'ont proposé un poste de directeur commercial, avec un salaire de départ à 85 000 € par an, plus les primes. 3 fois ce que tu gagnes chez ta petite patronne. Clara sentit son cœur s'emballer, mais pas d'excitation. Et alors ? Alors,
j'ai parlé de toi au directeur général, Philippe Martinet. Il cherche quelqu'un qui connaît le marché local, les fournisseurs, les habitudes de consommation de la région. Quelqu'un qui a travaillé chez la concurrence. Tu veux que j'espionne pour vous? Demanda Clara, incrédule. Je veux que tu viennes travailler avec moi, corrigea Thomas. Que nous formions une équipe. Pour notre enfant, Clara. Tu ne peux pas élever un bébé avec le salaire de misère que te donne cette femme. Clara observa Thomas attentivement. Depuis quand tu te soucies de notre enfant? Et depuis quand tu travailles dans les cosmétiques? Thomas but une gorgée de whisky avant de répondre. Disons que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Philippe Martinet est un ami de mon père. Quand il a appris que j'avais une connexion avec quelqu'un chez Élise Moncler, il s'est montré très intéressé. Une connexion, répéta Clara, la colère montant. C'est comme ça que tu appelles la mère de ton enfant? Ne dramatise pas, soupira Thomas. Écoute, Clara, soyons pratiques. Cette Élise, elle t'utilise. Elle profite de ta situation précaire pour t'exploiter. Chez Cosmétiques Riviera, tu aurais un vrai salaire, une vraie carrière. Et nous pourrions peut-être essayer de reconstruire quelque chose. Clara le dévisagea, cherchant dans ses yeux une trace de sincérité. Tu parles de nous? Thomas, tu es parti en me laissant un message sur répondeur. Tu m'as abandonné enceinte, sans un sou, sans un toit. Et maintenant tu reviens avec des grands mots d'amour? J'ai réfléchi, dit-il en posant sa main sur celle de Clara. J'ai mûri. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux les réparer. Pour toi, pour notre enfant. Clara retira sa main brusquement. Et si je refuse? Le visage de Thomas se durcit imperceptiblement. Ce serait dommage. Pour tout le monde. Parce que Cosmétiques Riviera a des projets d'expansion dans la région. Il pourrait rendre la vie très difficile aux petites entreprises locales qui ne s'adaptent pas aux nouvelles réalités du marché. Tu me menaces? Demanda Clara, abasourdie. Je t'informe, répondit Thomas calmement. Le marché des cosmétiques naturels va être révolutionné dans les prochains mois. Les petites structures artisanales comme celle d'Élise Moncler vont disparaître, écrasées par des entreprises plus modernes, plus efficaces. Tu peux soit couler avec le navire, soit monter dans un canot de sauvetage. Clara se leva péniblement, sa colère décuplée par les hormones de fin de grossesse. Tu sais quoi, Thomas? Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même lâche opportuniste qu'avant. La seule différence, c'est que maintenant tu assumes ton côté pourri. Clara, sois raisonnable. Raisonnable, explosa-t-elle, attirant les regards des autres clients. Tu veux que je trahisse la seule personne qui m'a tendu la main quand j'étais dans la merde? Tu veux que je vende les secrets d'une femme qui me traite comme sa propre fille? Une femme qui va faire faillite dans 3 mois, rétorqua Thomas froidement. Une femme qui t'entraînera dans sa chute. Clara prit son sac et se dirigea vers la sortie, mais Thomas la rattrapa par le bras. Réfléchis bien, Clara. Tu as 1 semaine pour me donner ta réponse. Après, l'offre ne tiendra plus. Ma réponse, tu l'as déjà, cracha Clara en se dégageant. Va au diable, Thomas. Et ne t'avise plus jamais de me recontacter. Elle sortit du café sous le regard des clients médusés, le cœur battant, les jambes tremblantes. Une fois dehors, elle s'appuya contre un mur, essayant de reprendre son souffle. Son enfant bougeait violemment dans son ventre, comme s'il avait senti la détresse de sa mère. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite ?» demanda une voix familière. Clara leva les yeux et découvrit Marcel, le responsable de production, qui sortait de la boulangerie d'en face avec une baguette sous le bras. « Marcel, rien, tout va bien. » Le vieil homme la regarda avec ses petits yeux perçants. « On ne me la fait pas, moi. J'ai vu ce jeune coq sortir du café juste avant vous. C'est lui qui vous a mise dans cet état ?» Clara hésita, puis hocha la tête. Marcel s'approcha et posa une main paternelle sur son épaule. « Écoutez-moi bien, petite. Je sais que vous vous demandez ce que les gens pensent de vous ici. Moi, au début, je vous trouvais trop jeune, trop inexpérimenté. Mais ces derniers mois, j'ai vu comment vous travaillez. Vous avez quelque chose dans le ventre, en plus de ce bébé. Quelque chose que beaucoup n'ont pas. Merci Marcel, mais... Laissez-moi finir, l'interrompit-il. Élise a perdu sa fille il y a 20 ans. Depuis, elle se bat pour garder cette entreprise en vie, parce que c'est tout ce qui lui reste.
quand elle vous regarde, elle voit l'enfant qu'elle n'a plus. Alors, quoi que vous ait proposé ce blanc-bec, réfléchissez bien avant de lui briser le cœur une deuxième fois. Sur ces mots, Marcel s'éloigna, laissant Clara seule avec ses pensées et ses doutes. Elle posa ses mains sur son ventre et murmura, « Qu'est-ce qu'on va faire, mon petit? Comment on va s'en sortir ?» Le vent du soir faisait danser les feuilles mortes autour de la fontaine, et Clara sentit pour la première fois depuis des mois que l'avenir était plus incertain que jamais. Le vendredi suivant, Clara était plongée dans l'élaboration de sa gamme terroir d'antan quand Sandrine frappa à la porte de son bureau, le visage tendu. « Clara, il y a quelqu'un pour vous à l'accueil. » Une jeune femme, elle dit être Camille Moncler. Clara leva les yeux de ses échantillons d'argile rose. « Moncler ? Comme Élise. Sa fille adoptive, apparemment. Et elle n'a pas l'air commode. » Clara descendit à l'accueil, intriguée. Élise lui avait brièvement mentionné Camille lors de leur conversation, une publicitaire brillante qui travaillait à Lyon pour une grande agence de communication. Mais elle n'avait jamais évoqué une éventuelle visite. La femme qui l'attendait dans le hall d'entrée était saisissante, grande, élégante, avec des cheveux noirs coupés au carré et des yeux bleus perçants identiques à ceux d'Élise. Elle portait un tailleur noir parfaitement coupé et des talons qui claquaient avec autorité sur le sol en terre cuite. Son visage, d'une beauté froide, affichait une expression de dédain à peine dissimulée. « Vous devez être Clara Delacroix, dit-elle sans préambule, d'une voix claire mais glaciale. Je suis Camille Moncler. Nous devons parler. » Enchantée, répondit Clara, immédiatement sur ses gardes. Élise ne m'avait pas dit que vous veniez. Ma mère ne sait pas que je suis là, répliqua Camille sèchement. Et j'aimerais que cela reste entre nous, pour le moment. Avez-vous un endroit où nous pourrions discuter en privé? Clara la conduisit dans la petite salle de réunion adjacente au hall, un espace lumineux décoré de photos des produits de l'entreprise. Camille s'assit avec une grâce féline, croisant ses jambes parfaites, et observa Clara avec l'attention d'un prédateur évaluant sa proie. « Ainsi, vous êtes la nouvelle protégée de ma mère, commença-t-elle sans détour. La jeune femme en détresse qu'elle a recueillie et qui, en quelques mois, est devenue son bras droit. Je ne sais pas si je qualifierais les choses ainsi, répondit Clara prudemment. Comment les qualifieriez-vous alors, demanda Camille, un sourire ironique aux lèvres. Parce que moi, j'ai l'impression qu'une inconnue est en train de prendre ma place dans la vie de ma mère. Clara sentit la tension monter. Votre place? Je ne comprends pas. Non, bien sûr que vous ne comprenez pas, l'interrompit Camille avec amertume. Vous ne savez rien de l'histoire de cette famille. Rien de ce qu'Élise et moi avons traversé ensemble. Camille se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les champs de lavande qui s'étendaient à perte de vue. J'avais 8 ans quand Élise m'a adopté. Mes parents biologiques étaient morts dans un accident de voiture, et elle était leur meilleure amie. Elle m'a recueilli, élevé, aimé comme sa propre fille. Sa voix se durcit, puis Amélie est née. Sa vraie fille. Et du jour au lendemain, je suis devenu invisible. Tout tournait autour d'Amélie, ses premiers pas, ses premiers mots, ses dessins sur le réfrigérateur. Moi, j'étais juste, là. Clara commençait à comprendre la douleur qui se cachait derrière la froideur de Camille. Mais quand Amélie est morte? Quand Amélie est morte, j'ai cru qu'Élise et moi allions nous rapprocher, continua Camille, la voix tremblante de rage contenue. Que nous allions faire notre deuil ensemble, reconstruire notre relation. Mais non. Elle s'est réfugiée dans son travail, dans cette entreprise, comme si j'étais responsable de son malheur. Elle se retourna vers Clara, les yeux brillants de larmes non versées. Savez-vous ce que ça fait de grandir dans l'ombre d'une morte? De savoir que, quoi que vous accomplissiez, vous ne serez jamais à la hauteur du souvenir d'une enfant de 8 ans? Clara posa instinctivement une main sur son ventre. Camille, je suis désolé, je ne savais pas. Bien sûr que vous ne saviez pas, explosa Camille. Parce qu'Élise ne parle jamais de moi. Je pourrais mourir demain, elle s'en remettrait. Mais vous, avec votre grossesse, votre air fragile, vous lui rappelez ce qu'elle a perdu. Vous êtes devenu sa seconde chance de jouer les mères parfaites. Ce n'est pas ce que je cherchais, protesta Clara. Je n'ai jamais voulu prendre votre place. Vraiment, ricana Camille. Alors pourquoi Élise parle-t-elle de vous faire son héritière? Pourquoi évoque-t-elle de vous laisser l'entreprise? Clara resta bouche bée. Quoi? Mais, elle ne m'a jamais dit ça. Parce qu'elle attend le bon moment, répliqua Camille amèrement.
Le moment où vous serez suffisamment attaché pour accepter. Le moment où vous serez devenu indispensable. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Clara essayait de digérer ces révélations qui bouleversaient sa perception d'Élise et de sa place dans l'entreprise. « Que voulez-vous de moi » demanda finalement Clara. « Je veux que vous partiez » répondit Camille sans détour. « Je veux que vous acceptiez l'offre de votre ex-petite amie et que vous disparaissiez de nos vies. » Clara sursauta. « Comment savez-vous pour Thomas ? Les nouvelles vont vite dans une petite ville. Et j'ai mes sources, éluda Camille. Cette offre, c'est votre chance de vous en sortir avec dignité. Prenez l'argent et partez avant que cette entreprise ne s'effondre en vous entraînant dans sa chute. Vous voulez que je trahisse votre mère ? Je veux que je récupère ma mère, cria Camille, perdant enfin son sang-froid. Je veux qu'elle arrête de voir en vous l'enfant qu'elle a perdu. Je veux qu'elle me regarde, moi, sa vraie fille. Clara se leva péniblement, son ventre pesant maintenant comme un fardeau. Camille, je comprends votre douleur, mais... Vous ne comprenez rien du tout, l'interrompit Camille en se dirigeant vers la porte. Vous croyez qu'Élise vous sauvera ? Vous croyez qu'elle vous protégera quand les choses iront mal ? Détrompez-vous. Quand cette entreprise coulera, et elle coulera, Élise sera la première à vous jeter par-dessus bord pour sauver sa peau. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois, vous avez une semaine pour réfléchir. Après ça, je prendrai les choses en main moi-même. Clara resta seule dans la salle de réunion, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Par la fenêtre, elle vit Camille monter dans une BMW noire et disparaître dans un nuage de poussière sur la route départementale. Elle posa ses deux mains sur son ventre et sentit son bébé donner de petits coups, comme s'il essayait de la réconforter. « Mon petit » murmura-t-elle, « dans quel pétrin maman s'est-elle fourrée ?» Au même moment, la porte s'ouvrit sur Élise, rayonnante, tenant à la main un contrat, « Clara. J'ai une excellente nouvelle. Les laboratoires Durance veulent tester notre gamme terroir d'antan. C'est exactement l'opportunité qu'il nous fallait. » Clara regarda cette femme qui l'avait sauvée, qui la traitait comme sa propre fille, et se demanda si derrière tant de bonté ne se cachait pas une manipulation plus subtile qu'elle n'avait voulu le voir. 3 semaines plus tard, par une froide matinée d'octobre, Clara était en pleine réunion avec les laboratoires Durance quand les premières contractions commencèrent. Elle tenta d'abord de les ignorer, se concentrant sur la présentation de sa gamme terroir d'antan aux 3 représentants parisiens venus spécialement pour évaluer le potentiel commercial de ses créations. L'originalité de notre approche réside dans l'association de l'argile rose de Roussillon avec l'huile de noyau d'abricot des vergers de Manosque, expliquait-elle en montrant les échantillons, quand une douleur plus vive la fit grimacer. Philippe Dubois, le directeur commercial de Durance, remarqua immédiatement son malaise. « Madame Delacroix, vous allez bien ?» Parfaitement, mentit Clara en s'agrippant discrètement au rebord de la table. Comme je le disais, cette combinaison offre des propriétés. Une nouvelle contraction, plus forte, lui coupa le souffle. Élise, assise à côté d'elle, posa immédiatement une main protectrice sur son bras. « Clara, je crois qu'il vaut mieux. » « Non, » l'interrompit Clara avec détermination. « Cette présentation est trop importante. Je peux tenir. » Mais 10 minutes plus tard, quand elle sentit le liquide amniotique s'écouler le long de ses jambes, elle dut se rendre à l'évidence. Élise ne laissa aucune chance au hasard, elle appela immédiatement les pompiers tout en aidant Clara à s'allonger sur le canapé de la salle de réunion. « Ne vous inquiétez pas pour nous, dit Philippe Dubois en rangeant précipitamment ses affaires. Nous reportons la réunion. L'important, c'est que tout se passe bien. » « Non, attendez, » cria Clara entre 2 contractions. « Élise, donnez-leur le dossier complet. Les analyses, les coûts de production, tout. » L'accouchement eut lieu à la maternité de Saint-Rémy, dans une chambre baignée de soleil d'automne. Élise ne quitta pas Clara un instant, lui tenant la main, lui murmurant des mots d'encouragement comme l'aurait fait une mère. Quand le bébé, une petite fille aux cheveux châtains, poussa son premier cri, Clara vit des larmes couler sur les joues d'Élise. « Elle est magnifique, » murmura Élise en contemplant le nouveau-né que l'infirmière plaçait dans les bras de Clara. « Comment allez-vous l'appeler » Clara regarda sa fille, ce petit être parfait qui représentait tout son avenir. « Amélie, » dit-elle spontanément. « Je vais l'appeler Amélie. » Élise pâlit, et Clara regretta immédiatement ses paroles. « Oh, Élise, je suis désolée, je ne voulais pas. » « Non, » l'interrompit Élise, la voix étranglée par l'émotion. « C'est parfait. » Amélie était un prénom magnifique. 2 jours plus tard,
Clara sortait de la maternité avec sa fille dans les bras. Élise l'attendait dans le hall avec un cadeau, un berceau ancien en bois d'olivier, sculpté à la main, qui avait appartenu à sa propre fille. « Je ne peux pas accepter, protesta Clara, émue. « Si, vous le pouvez, insista Élise. Ce berceau doit servir. Il doit voir grandir un enfant heureux. » De retour dans son petit appartement, Clara découvrit que sa vie avait changé du tout au tout. Les nuits blanches, les pleurs, les tétés, mais aussi cette joie immense de tenir dans ses bras ce petit être qui dépendait entièrement d'elle. Élise passait tous les jours, apportant des courses, des conseils, de l'aide pratique. Elle était devenue bien plus qu'une patronne, une grand-mère de cœur. Un matin, 3 semaines après la naissance, Clara reçut un coup de téléphone qui la figea sur place. « Clara ? C'est maman. Marie-Claude Delacroix. » Sa mère, qui ne lui avait pas adressé la parole depuis 6 mois. « Maman, » balbutia Clara, n'arrivant pas à y croire. « J'ai appris, pour le bébé. Marie-Thérèse Bonnard était à la maternité pour sa petite fille, elle t'a vu sortir avec ma petite fille. » La voix de Marie-Claude tremblait, mélange de fierté et de regret. « Comment va-t-elle ? Elle est en bonne santé ? » Elle va bien, maman. Elle s'appelle Amélie. Un silence s'installa. Clara entendait sa mère pleurer au bout du fil. « Clara, est-ce que je pourrais la voir ? Ton père et moi, nous avons réfléchi. Nous nous sommes trompés. » Le cœur de Clara se serra. « Maman ? » Nous étions en colère, blessés dans notre orgueil. Mais un enfant, c'est sacré, Clara. C'est un don du ciel. Nous voudrions faire partie de sa vie. Cette même semaine, Clara reçut également une visite inattendue, celle du père Martineau, le curé de la paroisse Saint-Martin, un homme d'une 60aine d'années au visage buriné par le Mistral et aux yeux bleus emplis de bonté. « Ma petite Clara, dit-il en s'asseyant dans le petit salon, je viens vous voir parce qu'Élise m'a parlé de votre situation. Elle aimerait être la marraine de la petite Amélie. » Clara berçait sa fille, émue par la proposition. « Elle vous a demandé de venir ? » En fait, sourit le père Martineau, elle était trop timide pour vous le demander directement. Elle a peur que vous refusiez, que vous la trouviez trop envahissante. Clara regarda par la fenêtre la silhouette du clocher de Saint-Martin qui dominait la ville. Dans la tradition provençale, le parrainage était un lien sacré, plus fort même que les liens du sang parfois. « Père Martineau, dites à Élise que j'en serais honoré. » Le baptême eut lieu le dimanche suivant, dans la petite église romane de Saint-Martin. Toute l'équipe de l'entreprise était présente, ainsi que les parents de Clara, réconciliés avec leur fille. Pierre Delacroix tenait sa petite fille avec des gestes malhabiles mais pleins d'amour, tandis que Marie-Claude essuyait discrètement ses larmes de joie. « Je baptise Amélie Marie-Clara Delacroix, » déclara le père Martineau en versant l'eau bénite sur le front du bébé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les cloches de l'église sonnèrent à toute volée, leurs carillons se mêlant aux pleurs de joie d'Amélie. Élise, qui tenait son rôle de marraine avec une gravité émue, murmura des mots de bénédiction à l'oreille de l'enfant. Après la cérémonie, sur le parvis ensoleillé, Clara observait cette assemblée hétéroclite, ses parents, Élise, ses collègues, les amis d'enfance. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait entourée, protégée, aimée. « Clara » l'interpella Marcel en s'approchant, un sourire rare sur ses lèvres tannées. « J'ai quelque chose pour la petite. » Il lui tendit un petit sachet en toile. « Des graines de lavande de mon jardin. Ma grand-mère disait qu'il fallait en mettre sous le berceau des nouveau-nés pour qu'ils grandissent dans la paix et la sérénité. » Clara accepta le cadeau, touchée par l'attention de cet homme bourru qui cachait un cœur d'or. Mais au moment où elle allait le remercier, elle aperçut une silhouette familière à l'entrée du cimetière qui jouxtait l'église. Thomas Moreau, élégant dans son costume sombre, l'observait de loin. Leurs regards se croisèrent, et il porta la main à son téléphone, comme pour prendre une photo. Puis il disparut derrière les cyprès, laissant Clara avec un sentiment de malaise qui vint ternir sa joie. « Tout va bien ?» demanda Élise, remarquant son trouble. « Oui » mentit Clara en serrant Amélie contre elle. « Tout va bien. » Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce baptême marquait peut-être la fin d'une période de grâce. Les menaces de Thomas et de Camille planaient toujours sur sa tête, et elle pressentait que les véritables épreuves ne faisaient que commencer. Décembre était arrivé avec ses premiers frimas sur la Provence, transformant les champs de lavande en étendues grises parsemées de gelées blanches. Clara, de retour au travail depuis 3 semaines après son congé maternité,
jonglait entre les tétés d'Amélie et la finalisation de sa gamme Terroir d'antan. Les laboratoires Durance avaient donné leur accord de principe, mais demandaient des modifications sur le packaging et une augmentation des volumes de production. C'est dans ce contexte tendu qu'elle reçut un appel qui allait tout bouleverser. « Clara ? C'est papa. » La voix de Pierre Delacroix tremblait, chose inhabituelle chez cet homme habituellement si maître de lui. « Papa ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que tu viennes. Tout de suite. C'est la catastrophe. » 1 heure plus tard, Clara arrivait au mas familial avec Amélie dans son couffin. Elle découvrit ses parents dans la cuisine, affalés à la table en chêne massif, entourés de papiers éparpillés. Marie-Claude avait les yeux rouges de larmes, tandis que Pierre fixait le vide, le visage défait. « Que s'est-il passé ?» demanda Clara en posant le couffin et en s'asseyant face à eux. « La sécheresse de l'été, » commença Pierre d'une voix blanche. « Nos cultures d'herbes médicinales, tout est mort. 30 hectares de thym, de romarin, de sauge, 20 ans de travail anéantis. Mais vous aviez des assurances ? » L'assurance refuse de payer, expliqua Marie-Claude entre deux sanglots. Ils disent que la sécheresse était prévisible, qu'on aurait dû installer un système d'irrigation plus performant. Pierre sortit une lettre de la pile de papier. La banque nous donne jusqu'au 31 décembre pour rembourser nos emprunts. Sinon, ils saisissent tout, les terres, la maison, la boutique. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses parents avaient consacré leur vie à cette exploitation familiale, transmise de génération en génération depuis le XIXe siècle. Perdre tout cela serait pour eux une mort sociale. « Combien vous devez ?» demanda-t-elle, bien qu'elle redoutât la réponse. 120 000 euros, murmura Pierre. Une somme qu'on n'a pas, qu'on n'aura jamais. Clara réfléchit rapidement. Et si on trouvait un partenaire ? Quelqu'un qui pourrait racheter une partie de vos terres et vous employer pour cultiver ? Qui voudrait investir dans une exploitation déficitaire ? Soupira Pierre. Élise, répondit Clara sans hésiter. Elle a toujours dit qu'elle aimerait sécuriser ses approvisionnements en ingrédients naturels. Vos terres, c'est exactement ce qu'il lui faut pour développer la gamme Terroir d'antan. Marie-Claude leva les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. Tu crois qu'elle accepterait ? Je vais lui en parler dès demain, promit Clara. En attendant, ne signez rien, ne prenez aucune décision. Le lendemain matin, Clara exposa la situation à Élise dans son bureau. Celle-ci l'écouta attentivement, prenant des notes, posant des questions précises sur les rendements, la qualité des sols, les possibilités d'irrigation. C'est une opportunité formidable, conclut Élise après réflexion. Contrôler notre chaîne d'approvisionnement de bout en bout, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour nous démarquer de la concurrence. Alors vous acceptez ? J'accepte d'étudier le dossier. Mais Clara ? Élise la regarda gravement. Il faut que vous compreniez que ce sera un investissement énorme pour l'entreprise. Si la gamme Terroir d'antan ne marche pas, nous risquons tous d'y laisser des plumes. Je comprends, répondit Clara. Et je vous promets qu'elle marchera. 3 jours plus tard, Élise se rendait au mas de la Croix pour visiter les installations et rencontrer les parents de Clara. L'entrevue se déroula parfaitement, Pierre et Marie-Claude, impressionnés par le professionnalisme et la gentillesse d'Élise, acceptèrent sa proposition de partenariat. L'entreprise rachèterait 60% des terres et emploierait les Delacroix comme responsables de production, avec un salaire fixe et un pourcentage sur les bénéfices. C'est inespéré, confia Pierre à Clara ce soir-là. Non seulement on sauve l'exploitation, mais en plus on va pouvoir développer de nouvelles cultures. Clara berçait Amélie dans ses bras, savourant ce moment de bonheur familial retrouvé. Mais sa sérénité fut de courte durée. Le vendredi suivant, alors qu'elle préparait les contrats de partenariat avec les parents dans le bureau de l'entreprise, Sandrine fit irruption, le visage livide. « Clara, il faut que vous veniez voir ça. Tout de suite. » Elle la conduisit jusqu'à l'atelier de production, où régnait une agitation inhabituelle. Marcel, habituellement imperturbable, gesticulait devant les cuves de préparation, tandis que Nathalie prenait frénétiquement des photos avec son téléphone. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Clara. « Regardez, dit Marcel en montrant une cuve contenant la préparation de crème à l'argile rose. Toute la production de la semaine est fichue. » Clara s'approcha et constata l'ampleur des dégâts. La préparation, au lieu d'avoir la texture onctueuse habituelle, était granuleuse, séparée, inutilisable. L'odeur qui s'en dégageait était également suspecte, presque rance. « Comment c'est possible ?» demanda-t-elle. «
Quelqu'un a saboté les ingrédients, répondit Marcel, les mâchoires serrées. L'huile d'abricot a été contaminée avec un produit chimique. Toute la cuve est bonne à jeter. Clara sentit son sang se glacer. Vous êtes sûr que c'est un sabotage? Certain. J'ai 40 ans de métier, mademoiselle. Je sais reconnaître un accident d'une malveillance. Nathalie s'approcha, l'air grave. Ce n'est pas tout, Clara. Quelqu'un a aussi piraté notre système informatique. Tous nos fichiers clients ont été copiés, et nos formules de fabrication ont disparu. Le bureau d'Élise devint rapidement un centre de crise. La gendarmerie fut appelée, des constats furent dressés, mais les preuves étaient minces. Pas de traces d'effraction, pas d'empreintes suspectes, rien qui puisse identifier le ou les coupables. C'est forcément quelqu'un de l'intérieur, conclut le capitaine Morel après son enquête. Quelqu'un qui connaît vos procédures, vos codes d'accès. Clara et Élise échangèrent un regard lourd de sous-entendus. Elles pensaient toutes les deux à la même personne, Julien, l'ancien commercial parti chez la concurrence. Mais sans preuve, impossible de porter plainte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Clara. On se bat, répondit Élise avec détermination. On refait la production, on change tous nos codes d'accès, et on resserre la sécurité. Mais le mal était fait. La commande de Durance, qui devait être livrée avant Noël, ne pourrait pas être honorée. Et les formules volées allaient permettre à la concurrence de copier leurs innovations. Ce soir-là, seule dans son appartement avec Amélie, Clara reçut un appel de Thomas. Alors, Clara, toujours aussi optimiste concernant l'avenir de ta petite entreprise. Comment oses-tu m'appeler? Cracha Clara. Oh, je ne fais qu'appeler la mère de ma fille, répondit Thomas avec un sourire dans la voix. Au fait, tu as eu des problèmes de production cette semaine, il paraît? C'est dommage, vraiment dommage. Clara raccrocha, tremblante de rage. Elle comprenait maintenant que Thomas et Cosmétiques Riviera ne reculeraient devant rien pour la récupérer. Mais elle était loin de se douter que le pire était encore à venir. Le mois de janvier apportait avec lui un faux espoir de renouveau. Clara avait réussi à reconstituer partiellement la production sabotée, travaillant jour et nuit pour rattraper le retard. Élise, de son côté, avait renforcé la sécurité de l'entreprise et engagé un expert informatique pour protéger leurs données. Mais c'est au moment où les choses semblaient se stabiliser qu'Élise fit une confidence qui bouleversa Clara. « Il faut que je vous dise quelque chose », annonça Élise un matin de février, en fermant soigneusement la porte de son bureau. « Quelque chose que je n'ai dit à personne d'autre. » Clara, qui donnait le biberon à Amélie installée dans son transat, leva les yeux inquiets. Le ton d'Élise était grave, presque solennel. « Je suis malade, Clara. » Les mots tombèrent comme un coup près. Clara sentit son cœur s'arrêter. « Malade comment ?» Élise s'assit lourdement dans son fauteuil, soudain vieillie de 10 ans. « Alzheimer précoce. Les premiers symptômes sont apparus il y a 6 mois, des oublis, des difficultés à me concentrer, des moments de confusion. J'ai consulté le professeur Beaumont à Marseille. Le diagnostic est formel. » Clara posa délicatement le biberon et prit la main d'Élise. « Élise, je ne sais pas quoi dire. » Ne dites rien. Laissez-moi finir. Élise serra la main de Clara. L'évolution sera progressive mais inexorable. Dans 6 mois, 1 an au maximum, je ne pourrai plus diriger l'entreprise. C'est pour ça que... Elle s'interrompit, cherchant ses mots. C'est pour ça que je veux vous transmettre ma part de l'entreprise, Clara. Officiellement. Légalement? Clara resta bouche bée. Mais, et Camille? C'est votre fille. Camille n'a jamais voulu de cette entreprise, soupira Élise. Elle l'a toujours vue comme une rivale, une concurrente à mon affection. Vous, Clara, vous l'aimez comme je l'aime. Vous la comprenez. Je ne peux pas accepter, protesta Clara. C'est trop? Vous pouvez et vous devez, l'interrompit Élise fermement. Sinon, tout ce que nous avons construit va mourir avec moi. Tous ces emplois, toutes ces familles qui dépendent de nous. Vous y avez pensé? Clara regarda Amélie qui gazouillait innocemment dans son transat. Comment accepter un tel fardeau? Comment refuser un tel honneur? Réfléchissez, Clara. Mais pas trop longtemps. Le temps presse. Les semaines suivantes furent marquées par une intensification inquiétante des symptômes d'Élise. Elle oubliait des rendez-vous importants, se trompait dans les calculs simples, perdait le fil de ses phrases au milieu d'une réunion.
Clara prit progressivement en charge les responsabilités opérationnelles, assumant officieusement la direction de l'entreprise. C'est dans ce contexte que Camille débarqua un matin de mars, sans prévenir, dans le bureau de Clara. Elle était encore plus élégante que lors de leur première rencontre, vêtue d'un tailleur Chanel et chaussée d'escarpins Louboutin qui criait le succès parisien. « Bonjour Clara », dit-elle d'un ton glacial. « J'espère que vous avez bien profité de ces derniers mois de tranquillité. »« Bonjour Camille. Élise ne m'avait pas dit que vous veniez. Ma mère ne sait pas que je suis là. » Encore une fois. Camille s'assit et croisa ses jambes parfaites. « J'ai appris pour sa maladie. Et pour ses projets vous concernant. » Clara sentit la tension monter. « Comment l'avez-vous su ? » « J'ai mes sources, éluda Camille. Le notaire de ma mère est un vieil ami de la famille. Il s'inquiète de voir Élise prendre des décisions importantes dans son état. »« Élise n'est pas encore incapable ? » ?»« Non, mais elle le sera bientôt, » répliqua Camille froidement. « Et avant qu'elle ne sombre complètement, j'ai l'intention de récupérer ce qui me revient de droit. » Camille sortit une liasse de documents de son attaché-caisse Hermès. « J'ai fait faire une expertise de l'entreprise. Savez-vous ce qu'elle vaut réellement, Clara ? Pas grand-chose. Les dettes s'accumulent, les créanciers s'impatientent, et vos petites innovations ne suffiront pas à redresser la situation. Vous vous trompez. La gamme terroir d'antan commence à décoller, le partenariat avec mes parents. » « Le partenariat avec vos parents ?» l'interrompit Camille avec un rire moqueur. « Vous voulez dire l'investissement hasardeux de ma mère dans une exploitation agricole déficitaire ? Vous voulez dire les 60 000 € qu'elle a sortis de la trésorerie de l'entreprise pour sauver vos parents ?» Clara pâlit. Elle n'avait pas réalisé l'ampleur de l'engagement financier d'Élise. « Je vois que vous commencez à comprendre, » poursuivit Camille impitoyablement. « Ma mère vous aime bien, Clara. Peut-être même vous aime-t-elle vraiment. Mais cet amour est en train de tuer son entreprise. Que voulez-vous ? Je veux que vous rendiez sa liberté à ma mère. Que vous refusiez sa proposition de transmission. Et que vous acceptiez enfin l'offre de votre ex-petit ami. Thomas. Thomas Moreau travaille maintenant pour un groupe d'investisseurs qui s'intéresse au marché des cosmétiques artisanaux. Ils sont prêts à racheter l'entreprise de ma mère à un prix qui lui permettrait de finir ses jours dans la dignité. » Clara sentit la pièce tourner autour d'elle. « Vous êtes tous de mèche ? Nous essayons tous de sauver ce qui peut l'être, corrigea Camille. Élise refuse de voir la réalité. Son entreprise se meurt, Clara. Vous pouvez soit la laisser s'enfoncer avec elle, soit l'aider à sortir de ce mauvais pas. En la trahissant ? En l'aimant suffisamment pour lui éviter la faillite et l'humiliation. » Camille se leva et lissa sa jupe. « Vous avez 48 heures pour prendre votre décision. Après ça, je prendrai les choses en main moi-même. Et croyez-moi, ma méthode sera moins délicate que la vôtre. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ferai expertiser l'état mental de ma mère par un médecin légiste. Qu'elle sera déclarée incapable de gérer ses affaires. Et qu'en tant que fille adoptive, j'hériterai de ses prérogatives légales. Clara resta pétrifiée. Vous feriez ça ? À votre propre mère ? Pour la sauver d'elle-même ? Oui, sans hésiter. Après le départ de Camille, Clara resta seule avec Amélie et ses pensées tourmentées. Par la fenêtre, elle regardait Élise qui marchait péniblement vers sa voiture, parlant toute seule, perdue dans un monde que Clara ne pouvait plus partager. Son téléphone vibra. Un message de Thomas. « Clara, j'ai appris pour Élise. Je suis désolé. Mais mon offre tient toujours. Pour toi, pour Amélie, pour tous ceux que tu aimes. Appelle-moi quand tu seras prête à écouter la raison. » Clara effaça le message et berça sa fille, cherchant dans ses yeux innocents la force de prendre une décision qui changerait le cours de plusieurs vies. Mais était arrivée avec son explosion de couleurs sur la Provence, les champs de coquelicots ondulaient sous le Mistral, les cerisiers croulaient sous leurs fruits, et l'air embaumait la lavande naissante. Mais cette beauté naturelle contrastait cruellement avec l'atmosphère tendue qui régnait aux cosmétiques Provence d'Élise. Clara venait de raccrocher avec Maître Bertrand, le notaire d'Élise, qui lui confirmait l'urgence de la situation. Plusieurs créanciers menaçaient de saisir les biens de l'entreprise, et seule une injection de capital massif pourrait éviter le dépôt de bilan. C'est dans ce contexte qu'elle reçut un appel inattendu qui allait tout changer. « Mademoiselle Delacroix ? Ici Maître Dubois, huissier de justice au tribunal de grande instance de Tarascon. » Clara sentit son cœur se serrer. « Oui ?
Je vous appelle concernant un litige foncier qui concerne les terrains sur lesquels est implantée votre entreprise. Pouvez-vous vous rendre disponible demain matin pour une notification officielle? Un litige foncier? Je ne comprends pas. Les héritiers de la famille Moncler contestent la propriété des terrains. Il semblerait qu'un testament antérieur à celui qui a légué les biens à Madame Élise Moncler ait été découvert. Clara raccrocha, abasourdie. Elle se dirigea immédiatement vers le bureau d'Élise, qu'elle trouva en train de contempler par la fenêtre les champs qu'elle aimait tant. Élise, nous avons un problème. Un gros problème. Élise se retourna, et Clara fut frappée par la confusion qui marquait son regard. Depuis quelques semaines, les moments de lucidité d'Élise se raréfiaient, remplacés par des périodes de désorientation de plus en plus fréquentes. Clara? Que faites-vous ici? Amélie va bien? Élise, nous sommes dans votre bureau. Amélie va très bien, elle est à la crèche. Écoutez-moi attentivement, un huissier va venir demain. Il paraît que des héritiers contestent la propriété de nos terrains. Élise fronça les sourcils, luttant visiblement pour comprendre. Quels héritiers? Oncle Henri m'a tout légué, il n'avait pas d'autre. Qui est oncle Henri? Demanda Clara patiemment. Henri Moncler. Mon oncle. Il m'a légué la parfumerie en 1999, quand j'avais 30 ans. Pas d'enfant, pas de femme. Je ne comprends pas. Le lendemain matin, Maître Dubois se présenta avec un dossier volumineux et 3 personnes que Clara n'avait jamais vues, 2 hommes d'une cinquantaine d'années et une femme plus jeune, tous vêtus avec une élégance coûteuse qui sentait la bourgeoisie parisienne. Voici Édouard et François Moncler, ainsi que leur sœur Sophie, annonça l'huissier. Arrière-petit-neveu de feu Henri Moncler. Édouard, un homme au visage anguleux et aux manières précieuses, prit la parole. Mademoiselle Delacroix, nous sommes désolés de cette situation, mais la justice doit passer avant les sentiments. Notre arrière-grand-oncle Henri avait rédigé un testament en 1985, 14 ans avant sa mort, dans lequel il léguait ses biens à sa famille légitime. Mais Élise a hérité légalement? Protesta Clara. En effet, intervint Sophie, une femme blonde aux traits durs. Mais ce testament de 1985 a été dissimulé par Henri Moncler lui-même, probablement pour des raisons sentimentales. Il a été découvert récemment dans un coffre-fort d'une banque parisienne. Maître Dubois étala les documents sur la table de réunion. Le testament de 1985 est antérieur à celui de 1999. En droit français, c'est le testament le plus récent qui fait foi, sauf si le testateur était sous l'influence de tiers ou en état de faiblesse mentale. Qu'est-ce que vous insinuez? Demanda Clara, la voix tremblante. Nous insinuons, répondit François froidement, qu'en 1999, Henri Moncler était âgé de 82 ans, atteint d'un début d'Alzheimer, et qu'Élise Moncler a profité de sa faiblesse pour lui soutirer un nouveau testament en sa faveur. Clara se leva d'un bond. C'est faux. Élise aimait son oncle, elle s'occupait de lui. Justement, sourit Édouard avec cynisme. Elle était bien placée pour exercer une influence sur un vieil homme malade et isolé. La procédure judiciaire s'éternisa pendant des semaines. Les avocats se succédaient, les expertises s'accumulaient, et l'entreprise sombrait inexorablement dans les difficultés financières. Clara dut licencier 3 employés, retarder le lancement de nouveaux produits, et repousser les échéances avec les fournisseurs. C'est dans cette période de chaos qu'Élise eut une de ses dernières crises de lucidité. Un soir de juin, Clara la trouva dans son bureau, fouillant frénétiquement dans ses tiroirs. Il faut que je trouve les lettres. Marmonnait Élise. Quelles lettres, Élise? Les lettres d'oncle Henri. Il m'écrivait, il m'expliquait pourquoi il voulait que ce soit moi. Élise s'effondra dans son fauteuil, les larmes aux yeux. Clara, j'ai si peur. J'ai peur de tout perdre, j'ai peur d'oublier. Amélie, ma petite Amélie, elle était si belle. Clara comprit qu'Élise confondait sa fille avec la sienne. Elle s'agenouilla près d'elle et prit ses mains tremblantes. Élise, écoutez-moi. Où sont rangées les lettres de votre oncle? Dans le grenier de la maison. Dans la malle bleue. Mais il ne faut pas qu'il sache. Cette nuit-là, Clara se rendit chez Élise avec une lampe de poche. La vieille maison provençale était plongée dans l'obscurité, et chaque craquement la faisait sursauter. Au grenier, elle découvrit effectivement une malle bleue remplie de correspondances. Parmi les lettres, elle en trouva une, datée de 1998, qui lui fit l'effet d'une bombe. Ma chère Élise,
je sais que tu t'inquiètes pour l'avenir, surtout depuis la mort de la petite Amélie. Je veux que tu saches que tu as été comme une fille pour moi, plus que mes vrais neveux qui ne m'ont jamais rendu visite. C'est pourquoi j'ai décidé de modifier mon testament. Tout ce que j'ai construit, c'est pour toi que je veux le laisser. Tu sauras faire fructifier l'héritage mieux que ces rapaces de Paris qui ne pensent qu'à l'argent. Ton oncle qui t'aime, Henri. Clara tenait enfin la preuve qu'Élise n'avait jamais manipulé son oncle. Mais en redescendant du grenier, elle découvrit avec horreur que la porte d'entrée était ouverte. Quelqu'un était entré pendant qu'elle fouillait. « Cherchez-vous quelque chose de particulier ?» demanda une voix dans l'obscurité. Clara sursauta et dirigea sa lampe vers l'intrus. Thomas Moreau se tenait dans le salon, souriant, les mains dans les poches. « Thomas! Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je passais dans le quartier, » répondit-il avec désinvolture. « J'ai vu de la lumière et je me suis inquiété. Une femme seule, la nuit, avec un bébé. Amélie n'est pas là. Et je n'ai pas besoin de ta protection. » Thomas s'approcha, et Clara recula instinctivement. « Tu sais, Clara, tout ça pourrait se terminer très simplement. Un seul mot de toi, et tous ces problèmes disparaissent. Élise pourrait finir ses jours en paix, ton entreprise serait sauvée, et notre fille grandirait dans la sécurité. En échange de quoi? En échange de ta collaboration. Quelques informations sur les formules, les fournisseurs, les clients. Rien de bien méchant. » Clara serra la lettre contre elle. « Va-t'en, Thomas. Maintenant. Comme tu voudras, soupira-t-il. Mais réfléchis bien, Clara. Le temps presse. Et certaines personnes sont moins patientes que moi. » Après son départ, Clara resta seule dans la maison silencieuse, tenant dans ses mains la lettre qui pouvait peut-être sauver Élise, mais se demandant si elle ne venait pas de mettre sa propre fille en danger. Octobre avait revêtu la Provence de ses couleurs d'automne, mais dans le bureau d'Élise Moncler, l'atmosphère était aussi sombre qu'un ciel d'orage. Clara tenait la lettre d'Henri Moncler dans ses mains tremblantes, cette pièce à conviction qui pourrait sauver l'entreprise, mais à quel prix? Élise, assise face à elle, traversait un de ces moments de confusion totale, ne reconnaissant même plus Clara. « Qui êtes-vous » demandait-elle pour la 3e fois. « Pourquoi êtes-vous dans mon bureau ?»« Je suis Clara, Élise. Clara Delacroix. Je travaille avec vous depuis 1 an et demi. Clara. » Élise répéta le nom comme si elle le découvrait. « Clara, c'est joli comme prénom. Vous avez des enfants ?» Le cœur de Clara se serra. Comment annoncer à une femme qui perdait la mémoire que l'entreprise qu'elle avait bâtie pendant 25 ans était en train de s'effondrer? C'est alors que Maître Bertrand, le notaire, fit irruption dans le bureau, accompagné d'un homme que Clara ne connaissait pas, un quinquagénaire en costume gris, au visage austère, qui se présenta comme le docteur Martel, médecin légiste mandaté par le tribunal. « Mademoiselle Delacroix, nous venons procéder à l'expertise médicale de Madame Moncler, » annonça le médecin sans préambule. Suite à la demande de sa fille adoptive, Camille Moncler, qui souhaite faire évaluer la capacité de sa mère à gérer ses affaires. Clara sentit la colère monter en elle. Camille a fait ça? Elle a vraiment osé? C'est une procédure légale, répondit Maître Bertrand avec gêne. Compte tenu de l'état de santé de Madame Moncler et des enjeux financiers. Les enjeux financiers, explosa Clara. Vous parlez d'une femme qui a consacré sa vie à cette entreprise. D'une femme qui emploie 30 personnes et fait vivre autant de familles. Pendant que l'expertise médicale se déroulait dans le bureau d'Élise, Clara arpentait les couloirs de l'entreprise, observant ses collègues qui travaillaient sans savoir que leur avenir se jouait à quelques mètres de là. Marcel était penché sur ses cuves, Sandrine tapait frénétiquement sur son clavier, Nathalie jonglait avec les factures impayées. Tous ces gens comptaient sur elle maintenant. L'expertise dura 2 heures. Quand le docteur Martel ressortit, son verdict était sans appel, Madame Moncler présente un stade avancé de démence de type Alzheimer. Elle n'est plus en mesure de prendre des décisions importantes concernant ses biens. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Demanda Clara, bien qu'elle redoutât la réponse. Cela signifie, répondit Maître Bertrand, que sa fille adoptive va être nommée tutrice légale. C'est elle qui prendra toutes les décisions concernant l'entreprise. Ce soir-là, Clara rentra chez elle avec Amélie, désemparée. Son petit appartement lui sembla soudain minuscule, étouffant. Elle prépara le biberon de sa fille mécaniquement, l'esprit ailleurs, quand on sonna à sa porte. Camille? Clara n'arrivait pas à cacher sa stupéfaction en découvrant la fille d'Élise sur son palier.
Bonsoir Clara. Puis-je entrer? Camille avait perdu de sa superbe habituelle. Elle semblait fatiguée, vieillie, et ses vêtements élégants ne parvenaient plus à masquer sa fragilité. Je sais ce que vous pensez de moi, commença-t-elle en s'asseyant sur le canapé défraîchi. Que je suis une fille dénaturée qui s'attaque à sa propre mère. C'est exactement ce que je pense, répondit Clara froidement. Vous avez tort. Camille sortit une enveloppe de son sac. Voici le contrat de vente que les héritiers Montclair nous proposent. 50 000 € pour l'entreprise et les terrains. Vous savez ce qu'elle vaut réellement? Plus de 300 000 €. Clara examina le document, abasourdie. Ils essaient de vous escroquer? Pas seulement moi. Tous les employés, tous les fournisseurs, tous ceux qui ont cru en cette entreprise. Camille releva les yeux vers Clara. C'est pour ça que j'ai fait expertiser ma mère. Pour prendre le contrôle légal avant qu'il ne soit trop tard. Je ne comprends pas. Thomas Moreau travaille pour un consortium d'investisseurs parisiens, expliqua Camille. Ils ont monté tout ce stratagème, les prétendus héritiers, les problèmes de propriété, le sabotage de votre production. Tout ça pour récupérer l'entreprise à vil prix. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous êtes en train de me dire que vous avez été manipulé depuis le début. Que votre histoire d'amour avec Thomas n'était qu'un moyen de s'introduire dans votre vie. Que même votre grossesse faisait partie du plan. Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Amélie, ma fille. Votre fille est la seule chose authentique dans cette histoire, la rassura Camille. Et c'est pour elle que vous devez vous battre maintenant. Camille se leva et posa une main sur l'épaule de Clara. J'ai un plan. Mais j'ai besoin de votre aide. Et de cette lettre que vous avez trouvée chez ma mère. Comment savez-vous pour la lettre? Parce que je connais ma mère mieux que quiconque. Et parce que j'ai passé ma vie à chercher les preuves de l'amour qu'oncle Henri lui portait vraiment. Clara sortit la lettre de son sac et la tendit à Camille. Qu'est-ce que vous proposez? Demain matin, nous nous rendons ensemble chez le juge d'instruction. Nous lui remettons cette lettre qui prouve la bonne foi d'Élise. Nous dénonçons le complot de Thomas et de ses associés. Et nous nous battons pour sauver l'entreprise. Et si ça ne marche pas? Camille sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée. Alors nous coulerons ensemble. Mais au moins, nous aurons essayé. Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Elle berçait Amélie en regardant par la fenêtre les lumières de Saint-Rémy qui scintillaient dans l'obscurité. Demain, elle devrait affronter Thomas, les faux héritiers, peut-être même la justice. Mais pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait plus seule. À l'aube, son téléphone vibra. Un message de Thomas, Clara, dernière chance. Accepte notre proposition ou il sera trop tard. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Clara effaça le message et habilla Amélie. La bataille finale allait commencer, mais elle était prête. Elle avait enfin trouvé une alliée en la personne de Camille, et ensemble, elles allaient se battre pour sauver l'héritage d'Élise. En sortant de chez elle, Clara aperçut une voiture noire garée au bout de la rue, avec deux hommes à l'intérieur qui l'observaient. Elle serra Amélie contre elle et accéléra le pas. Le danger se rapprochait, mais elle n'avait plus le choix, il fallait aller jusqu'au bout, pour Élise, pour l'entreprise, et surtout pour l'avenir de sa fille. Le soleil se levait sur la Provence, annonçant une journée qui déterminerait le destin de plusieurs vies. Clara Delacroix, la jeune femme que l'on avait trouvée démunie sur un banc 18 mois plus tôt, était devenue une battante prête à tout pour protéger ceux qu'elle aimait. L'heure du dénouement avait sonné. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et si vous avez regardé jusqu'ici, commentez « J'ai regardé jusqu'ici » et laissez votre avis sur cette histoire. Ah, et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran final car elle est très émouvante.